Bon après-midi à toutes et à tous. Je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arc en Rêve, Centre d'Architecture. Et je suis ici avec Jean Pistre de l'agence Valeur des Pistres pour vous raconter un peu l'histoire de la transformation architecturale de ce lieu dans le lieu que vous connaissez aujourd'hui. Je vais dire deux choses rapides. Donc, comme vous le savez, Arc en Rêve et CAPC cultivent une relation de bon parasitage. On pourrait dire que nous sommes le petit oiseau sur le dos du gros buffle qui bouffe des parasites. Donc, c'est une sorte d'intérêt réciproque à être ensemble. Et évidemment, en habitant nous aussi les lieux depuis très longtemps, depuis je crois 1981, personnellement, moi et mon équipe, nous avons une énorme appréciation effectivement pour ce lieu, pour ces espaces, pour la manière très fine et très élégante avec laquelle l'architecture, entre guillemets, moderne, contemporaine, a su réinterpréter l'esprit du lieu. En même temps, nous fournissons un outil de travail formidable, formidable à tous les niveaux, du point de vue des expositions, des activités publiques et des activités pédagogiques. Donc, l'idée, tout simplement, aujourd'hui, c'est peut-être de parcourir ensemble un peu une chronologie pleine, évidemment, comme tout projet architectural, de cette complexité de découvertes, d'accidents, de surprises, d'inventions. Et peut-être le plus simple, c'est de effectivement revenir un peu sur une certaine mythologie très bordelaise que j'ai appris à connaître assez rapidement depuis mon arrivée ici à Bordeaux, sur comment le projet a débuté, pourquoi se fait-il qu'une jeune agence, quasiment récemment sortie de l'école, arrive à produire ce type de projet, quel est le type de confiance, quel est le type de relation politique et culturelle qui vous a permis effectivement d'être mis en face d'un défi qui, j'imagine, n'était pas simple par rapport aux attentes, par rapport à la mémoire du lieu et par rapport aussi au futur qui était envisagé pour le CAPC. Oui, bonsoir. Enfin, bonjour plutôt. Oui, on peut dire que c'est une histoire hors du commun et dès le début. C'est même une histoire qui ne pourrait pas se reproduire dans notre monde frileux. Moi j'étais encore étudiant en architecture, Denis Vallode, mon associé, venait juste d'être diplômé, et par des relations amicales, on avait su que Jacques Chaban-Delmas était très préoccupé par l'avenir de ce bâtiment. Des gens voulaient le transformer en parking, ce qui avait provoqué un tollé général. Et on nous avait dit, écoutez, si vous avez quelques idées, on peut vous faire rencontrer le maire, peut-être que ça va l'orienter. Et puis, on a eu l'occasion de lui montrer des dessins lors d'un cocktail chez lui, boulevard Saint-Germain. Il a dit avec sa voix inimitable, c'est intéressant, venez à la mairie la semaine prochaine. Bon, très bien. On y va et on est reçu en grande pompe par l'architecte en chef et qui nous disent, voilà, le maire est très intéressé, on va lancer cette opération. Et c'est parti comme ça. Et alors, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, aucun maire ne prendrait un tel risque. Il y aurait des procédures qui n'en finiraient pas. Les candidats devraient fournir les références des 4 musées qu'ils ont construits avant de pouvoir postuler, etc. Donc c'était vraiment, dès le départ, un défi politique totalement incroyable. Et l'autre chose, c'est que c'était en 1974. C'était l'époque de Centre Pompidou et de la grande influence des architectes anglais Archigram. Et on avait fait une réflexion directement issue d'Archigram, c'est-à-dire que le bâtiment était totalement libre, on pouvait faire ce qu'on voulait, des spectacles, des expositions, des rencontres, avec des choses qui bougeaient, des cloisons qui allaient dans tous les sens. Enfin, c'était cette période post-68 de la liberté totale. Et ça lui avait beaucoup plu, et puis c'était vraiment dans l'air du temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir après, on va en parler au fur et à mesure des questions, comment on est passé de cette idée séduisante à un projet extrêmement rigoureux qui nous a été, on pourrait presque dire, imposé par la rigueur de cette architecture, et comment les activités ont évolué au-delà des questions de personnalité, ont évolué du spectacle à l'exposition d'art contemporain. Vous dites donc que c'était l'époque, oui, de Pompidou, Archigram, d'une vision quasiment machiniste un peu de l'architecture, qu'on ne retrouve pas finalement dans les lieux comme on les connaît aujourd'hui.
Et entre-temps, on sait qu'à partir des années 80, le musée comme sujet d'architecture est devenu fondamental dans la pratique de l'architecture. A contrario, quand vous avez débuté le projet, c'était quand même un terrain assez neuf pour les architectes. C'était quand même un lieu d'exploration. Donc je me demande un peu quelles étaient vos références, quel était un peu votre outillage intellectuel qui vous a permis d'enfreinter ce défi. Quels sont les architectes que vous vouliez amener comme compagnons de route intellectuellement dans le projet, et quelles sont les premières décisions stratégiques que vous avez prises, les choses que vous avez dit, il faut absolument faire ça, ou à contraire, il faudrait absolument ne pas faire ça. En fait, on a été en terrain de découverte permanente, mais c'était aussi l'époque où on découvrait qu'est-ce que c'était de s'inscrire dans le patrimoine. C'est-à-dire qu'il y avait la tendance de restaurer les choses comme elles étaient, et puis s'insérer dans les murs comme si on était Louis XVI ou Napoléon. Et c'est l'époque où on a découvert comment faire cohabiter une activité actuelle, contemporaine, avec un vieux bâtiment. Et le premier exercice, on l'a fait sur la scénographie, puisque le spectacle avait été la première idée d'utilisation de ce bâtiment, avec des énormes équipements scénographiques qui étaient accrochés aux nefs. Et dès le début, il y avait cette idée qu'il fallait que l'architecture contemporaine, l'intervention contemporaine, soit complètement distincte de la restauration. Et puis, peu à peu, on a appris à connaître ce bâtiment, parce que ce bâtiment a l'air simple, mais en réalité, il a une complexité géométrique incroyable, même presque ésotérique. On retrouve dans l'analyse des plans toujours le chiffre 7 qui se retrouve dans tous les sens de façon absolument maniaque, on pourrait dire, avec des combinaisons d'arcs de différentes tailles qui se retrouvent tous les uns par rapport aux autres en les additionnant, en les multipliant. Et on a découvert, c'est beaucoup plus qu'un entrepôt, c'était presque un manifeste d'architecture de début du 19e siècle. Et on est rentré petit à petit là-dedans. Et cette rigueur, par exemple, c'est un bâtiment qui n'utilise que 3 matériaux, comme une espèce un peu comme certaines œuvres d'art où on se donne une contrainte de ne pas utiliser plus qu'un matériau qu'un autre. Et cette rigueur nous a d'abord convaincus qu'il fallait le restaurer exactement à l'identique, au point qu'on a même reconstruit à l'identique des choses qui avaient été très détériorées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autre part, de se positionner, de prendre la distance avec modestie, mais quand on fait un musée d'art contemporain, c'est pas forcément modeste, mais modeste dans la façon de s'insérer. Et on a été amené à imaginer cette architecture qu'on a appelée architecture imbriquée, c'est-à-dire cette architecture de simèse, qui sont dessinées exactement dans les axes et les proportions du bâtiment, et qui délimitent des espaces. La référence, c'était le pavillon de Misandero à Barcelone, où il expliquait que l'espace, finalement, c'est des plans. Et cette idée-là a été déclinée dans tout le bâtiment, au point qu'au-delà des galeries d'exposition, quand on fait un bureau, c'est 2 simèses, quand on fait un restaurant, c'est 2 grandes simèses, et on peut faire, quand on est dans les espaces, la lecture du lieu uniquement par les plaques ou par le bâtiment. C'est-à-dire qu'on a 2 architectures qui sont imbriquées l'une dans l'autre, avec toujours une distance. Vous avez remarqué, les plaques, les grandes plaques de simèse sont légèrement distantes des murs pour qu'on comprenne cette lecture. Donc c'est assez radical, mais ça permet aux expositions d'exister en tant que telles, et au point que une œuvre peut à la fin devenir elle-même l'espace. C'est-à-dire quand on voit l'exposition Sol Lewitt, par exemple, c'était l'espace Sol Lewitt. Ça va au-delà du bâtiment, au-delà des simèses. Donc ça devient une relation avec l'œuvre d'art. Et comme vous le dites, donc le travail a consisté bien évidemment dans une phase de compréhension du lieu qui s'est basée donc sur vos explorations. J'imagine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont au début du projet surpris, que vous avez découvert par rapport au lieu que vous ne vous attendiez pas, ou à contrario, la rigueur du projet architectural original de l'entrepôt a plus ou moins été garantie au long des siècles. Donc
Il ne s'est pas agi effectivement d'un lieu qui a souffert de grandes transformations, sauf celle de la guerre. Moi, ça a été un apprentissage. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'est-ce que c'était une démarche absolue d'architecture. C'est-à-dire que ce bâtiment est parfait. Il n'y a pas de... On a beau chercher dans tous les sens, il n'y a aucun défaut. On voit bien le tas dans lequel il est, c'est absolument incroyable. Et ça m'a marqué dans ma carrière, moi aussi, cette perfection de construction était vraiment très formatrice. Mais au-delà de l'aspect personnel, cette perfection de bâtiment nous a tous guidés, a guidé Jean-Louis Froment, qui lui-même était très extrémiste dans sa façon de travailler. Mais c'était le fil conducteur de tout, d'André Putman, pour tout le monde. On a été entraîné par le bâtiment. D'ailleurs, donc, vous avez utilisé le terme modeste, qui nous paraît très pertinent pour décrire un peu l'attitude de votre projet. Et je voudrais glisser sur un autre sujet. Donc, évidemment, un projet de cette complexité s'appuie sur une multiplicité d'acteurs, de sujets. Bon, évidemment, il y a l'agence d'architecture qui est un peu le chef d'orchestre du processus. Mais pourriez-vous nous raconter un peu qui étaient vos interlocuteurs, avec qui vous avez donc établi les dialogues? Quelles ont été un peu les directions, évidemment imprimées par le maire, est-ce qu'il y avait aussi dans la constellation de sujets qui vous ont accompagné, comment s'est agencé effectivement ce dialogue inévitable dans un projet de cette taille? Si vous voulez, les acteurs, c'était les trois. Il y avait les architectes, Jean-Louis Froment, le directeur du musée, commissaire de génie, et puis André Putman, le grand designer que tout le monde connaît. Et en fait, le maire et sa femme, c'est-à-dire que sans l'influx politique permanent, parce que ça a duré 12 ans de travaux, ce projet n'aurait jamais existé. Mais c'est pas seulement sous l'angle financier, c'est sous l'angle d'une volonté politique qui donne une dimension internationale. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on avait conscience qu'on était un peu au centre du monde. C'était pas juste un beau bâtiment pour Bordeaux, ni même pour la France. C'est que tous ces artistes du monde entier qui venaient nous faisaient comprendre qu'on vivait une aventure hors du commun. Et tous les projets ne se passent jamais aussi bien. Là, si vous voulez, on a eu la chance, c'est un peu comme on dit les planètes bien alignées, on a tous pu, chacun dans son domaine, l'architecture intérieure, la création d'expositions et l'architecture elle-même, exprimer notre créativité totale par une reconnaissance et une confiance mutuelle qui faisait que chacun allait jusqu'au bout de ce qu'il savait faire ou de ce qu'il apprenait. Parce qu'on a tous beaucoup appris ici. Il y a une autre question qui me paraît assez intéressante. Donc, lors de mon arrivée à Arc-en-Rêve, avec le CAPC, avec Sandra Patron, on a donc entamé une réflexion sur les éléments graphiques d'orientation pour le bâtiment. Parce qu'on a remarqué, et moi je trouve plutôt de manière positive, un effet assez intéressant, c'est que la nature même du lieu, qui est quand même un lieu très protégé de la ville, fait qu'une fois qu'on accède au bâtiment, effectivement, on a vraiment un changement psychologique, d'atmosphère, de sensations, et on perd les repères finalement. Peut-être le fait qu'il y ait 4 escaliers aux 4 angles du bâtiment contribue à augmenter ce sens de perte d'orientation. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant d'imaginer vraiment le lieu comme les murs, le passage, l'entrée comme un filtre entre l'expérience urbaine et celle de l'art. Et d'ailleurs, donc, je serais plutôt curieux de mieux comprendre avec vous la question de l'accès, parce que vous savez, il y a l'accès historique qui se faisait depuis le parvis, qui n'était plus accessible, le choix du projet, à contrario, celui de se placer sur rue Ferrer. Donc il y a une médiation très fine des passages successifs, donc quasiment on se dépouille de la ville pour rentrer dans l'art. Donc avec quel élément vous avez travaillé cette question ? Bon, ça, c'est un sujet très important. Je vais revenir à l'aspect fermé, parce que, évidemment, on avait des conseils de tous les côtés, et tout le truc, c'était de dire, faites rentrer la lumière dans ce bâtiment. Donc ici, on est dans un endroit qui est un peu hors bâtiment, parce que c'était une ancienne cour de service, ça a été construit après. Mais de faire rentrer la lumière dans les grandes nefs, etc. Et
notre sentiment était absolument à l'inverse, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a été fait pour protéger des marchandises très fragiles, de la lumière, de la température, et l'idée c'était de protéger les œuvres d'art. Et de dire finalement l'exposition n'est pas une œuvre à la lumière naturelle, parce qu'en plus l'art contemporain ne cherche pas forcément la lumière naturelle, cherche à chaque fois un éclairage spécifique. Et ça, c'était complètement en phase avec les idées de Jean-Henri Froment, c'était que chaque exposition était une mise en scène, c'est-à-dire que c'était des œuvres présentées par Jean-Henri Froment à sa manière, c'est-à-dire que quand on les voyait, c'était pas la même chose que quand on les voyait à Pompidou ou ailleurs. Et du coup, on a fait le choix de ne pas avoir de lumière naturelle, de ne pas avoir des systèmes de shade qui sont toujours trop présents. Je sais pas, si on prend la fondation Thyssen à Madrid, c'est très beau, mais la présence de tout ce fatras technologique de shade nuit à la lecture des œuvres. Donc là, il fallait trouver un système de mise en scène. D'où cette idée de bâtiment totalement conservé, fermé, et ce sentiment que vous avez quand vous rentrez de la ville, de dire on rentre dans un endroit mystérieux, un endroit de l'ombre. C'est-à-dire que le premier réflexe de mettre de la lumière partout n'est pas... c'est un schéma facile. Et on rentre dans une ombre, dans un mystère, et on découvre les expositions et le bâtiment. Et on rentre dans l'atmosphère du bâtiment. Et après ça, est venue l'idée, c'est par où on rentre. Parce qu'il y avait cette entrée monumentale qui autrefois donnait sur la rivière, qui a été bouchée par la Bourse maritime, et qui est un peu en diagonale par rapport aux grandes nefs. Et finalement, avec Jean-Louis, avec André, on s'est dit, il faut qu'on rentre bien par rapport aux grandes nefs. D'où l'idée de rentrer dans l'axe du bâtiment. On a modifié des façades pour ça, on s'en aperçoit absolument pas. Et on arrive, donc c'était une forme de relation avec la ville, mais c'est surtout par rapport à la façon dont on rentre dans les grandes nefs. Et croyez-vous aussi qu'on pourrait dire qu'il y a quand même dans la palette des couleurs, des matériaux, enfin, dans vos choix vraiment sensoriels, quand même il y a une influence de l'art contemporain qu'à ce moment était les tendances dominantes. Je pense à certaines sculptures minimalistes américaines, je pense à l'arte povera italienne. Est-ce que consciemment ou pas, selon vous, est-il possible qu'il y ait une influence vraiment dans les choix de chromatisme, de matériaux, le fait que le béton est toujours exposé Ouais. Enfin, le choix, c'était d'être toujours très minimaliste. Et finalement, le seul matériau visible qu'on a rajouté, ce sont ces dalles en béton. Ces sols en béton avec le sol tout noir des grandes nefs. Mais le dialogue avec les artistes a toujours été très important. Par exemple, et quand on parlait des acteurs, ils ont aussi été des acteurs. C'est-à-dire qu'ils sont des acteurs de l'histoire du CAPC, mais aussi des acteurs de la lecture du bâtiment. Quand on voit le travail qu'a fait Richard Serra avec ses grandes cimaises, ça a un rapport avec ce qui s'est fait dans le musée. Et l'intervention de Buren, c'était une manière de nous montrer le bâtiment, une nouvelle manière de le regarder. Donc c'est sans arrêt. Et ça, Jean-Yves Froment a été très, très... je ne sais pas comment on dit, quand on pousse les artistes à aller très très loin dans leur création, à les pousser à créer dans la grande nef en fonction de ce bâtiment. Donc finalement, l'histoire de tous ces acteurs, c'est l'histoire de la relation avec l'entrepôt Lenné. Et est-ce qu'il y a aussi eu, parce que je trouve que la qualité de votre projet aussi, de ne pas avoir probablement fait certaines choses. Par exemple, je me demande, c'est une curiosité un peu perverse, est-ce qu'il y a eu à quelques moments des instances où on vous aurait poussé à saturer la nef, dans le sens que la nef, évidemment, vide comme elle est, comme on la connaît, est devenue un lieu marquant de l'histoire du CAPC, mais est-ce que c'est vraiment pour des questions d'espace, de surface, d'accrochage, il aurait pu être possible que la nef aurait été remplie de volumes, de salles, de galeries, où ce risque, finalement, que vous avez très légalement évité, a été, comment dire, éliminé depuis le début du projet? Non, ça a été tout un itinéraire, c'est-à-dire que la nef a été remplie d'énormes équipements scénographiques, et au fur et à mesure où on vivait ce bâtiment, tout à coup, on ne pouvait plus supporter ça. Et il fallait absolument tout dégager.
Je vous dis comme si le bâtiment imposait des choses aux gens. Donc le vôtre a été aussi un projet de nettoyage, entre guillemets, finalement, quasiment de soustraction plutôt que d'ajout de matériaux. Et puis d'aller-retour, d'hésitation, de choses qu'on a enlevées. Heureusement, on était soutenu par le maire qui acceptait nos errances parfois. Donc revenons un peu. Donc le projet en total a duré 12 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je sais pas dire, on a livré en 90, je crois, et on a commencé en 78, les travaux. Et donc, quels ont été les moments marquants des 12 années du projet? Il y a eu des... Il y a 3 grandes étapes. C'est l'étape, je l'appelle archigrave, mais c'est entre nous, mais de l'aspect scénographique. Ensuite, il y a eu la deuxième étape qui était toute cette aile ici, consacrée au musée d'art contemporain. Et puis ensuite, la réflexion globale sur tout le bâtiment, qui était la période livrée en 90. J'ai cru comprendre que votre visite en occasion de l'anniversaire du CPC correspond quand même à une période assez longue sans que vous ayez visité le bâtiment. Est-ce que je me trompe? Vous êtes revenu sur Bordeaux hier et ça faisait un moment que vous n'aviez plus fréquenté le bâtiment, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous le retrouvez comme vous l'avez laissé? Est-ce qu'il a été bien traité par ses occupants? Je sais, parfois les architectes se surprennent un peu des choses qui ont été faites. Ou, à contrario, ça vous paraît que les petites, je crois, adaptations sont cohérentes avec l'esprit du projet? Est-ce que l'enfant a bien grandi? Oui, on peut dire qu'il a bien grandi. J'ai forcément des remarques, mais qui sont par rapport... En tant qu'architecte, on est très... sensible au respect des concepts jusqu'au bout, peut-être un petit peu trop, mais par exemple, le système de Simèse, c'était tout ce que je vous ai expliqué, mais du point de vue de la relation du spectateur avec l'œuvre, c'est l'idée qu'on a toujours une relation frontale avec l'œuvre, donc elle est dans l'axe de la pièce, et comme on ne peut pas rentrer dans les axes puisque chaque mur est percé de 2 arcs. On a un système que vous avez remarqué, les simèses viennent en partie sur l'arc et on est, comme on a vu par ailleurs des arcs, le cerveau reconstitue inconsciemment l'arc derrière la simèse. Mais ça ne marche que si tout est décalé les uns par rapport aux autres. Et j'ai vu, je ne sais pas pour quelle raison, des simèses en angle qui cachent tout. Et du coup, on perd complètement cette idée de... Bon, enfin, c'est à certains endroits. Et puis, il y a sûrement des raisons pour ça. Mais... Et vous avez dit en début de conversation que donc vous avez appris des choses, vu que vous étiez justement en démarrage de carrière. À travers ce projet. Donc, quels seraient les projets successifs de votre trajectoire où vous croyez d'avoir assez rapidement réinjecté les apprentissages du CPC? Ça vous a servi effectivement à nouveau pour des autres projets de musée ou plus généralement dans votre démarche d'architecte aussi sur des programmes différents? C'est globalement sur notre démarche d'architecte, c'est-à-dire c'est une école d'architecture, ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on apprend... Le passage entre la géométrie la plus stricte et le choix de matériaux, comment se faire un bâtiment parfait, et ça, bon, c'est une leçon qui marque à vie. Et puis, c'était les premières grandes réhabilitations. Et dans tout ce qu'on a fait comme réhabilitation après, ça nous a beaucoup appris. On a développé sur des thèmes complètement différents cette idée d'architecture imbriquée l'une par rapport à l'autre, qui se respectent, qui se mettent en valeur l'une et l'autre. Bon, on n'a pas eu la chance de faire beaucoup de musées en France, mais tout cet aspect scénographique qui a été très très élaboré avec Jean-Louis nous a beaucoup aidé dans la conception des espaces, cette idée de relation frontale avec les choses importantes, ça c'est qu'on retrouve en se baladant dans les galeries, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup guidés aussi. Et vu la qualité du lieu, j'imagine qu'à l'époque, experts de restauration, de conservation n'étaient probablement pas aussi présents qu'ils le sont devenus aujourd'hui. Ou à contrario, vous avez aussi eu à l'époque des experts, des conseils plutôt. Non, on était libre de tout.
Il y avait juste l'architecte en chef de la ville, qui était une personne très intéressante, qui nous guidait, qui avait beaucoup de sagesse, mais il n'y avait pas les corps constitués qui venaient corriger ce qu'on faisait. Parce que le bâtiment n'était pas inscrit. Il a été inscrit, Okay. mais quand ça a démarré, c'est ce genre de choses qui n'existaient pas, et au point que des gens voulaient le transformer en parking. C'était... Non, oui, d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu aussi des hypothèses de démolition, carrément. Oui, il y a des gens qui étaient allés jusqu'à faire des démolitions. Enfin, c'était... on ne se rend pas compte comme le monde a changé. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, si, ça fait quand même... Mais c'est surtout la façon dont ça s'est fait ne pourrait plus se faire, quoi. Et vous dites que le gamin a plutôt bien grandi. Je crois que nous sommes ici tous assez d'accord. Mais y aurait-il quelque chose que vous changeriez justement après 30 ans depuis la livraison du projet, même plus? Il y a des questions évidemment de nouvelles pratiques artistiques qui ont émergé entre-temps, qui n'étaient pas les mêmes à l'époque, ou selon vous, il y a encore 50 années devant de croissance du bâtiment comme il l'est? Oui. En fait, c'est pas 50, parce que nous, on a mis 12 ans à le faire. Hein. Donc ça a été un travail très en profondeur, donc qui est inscrit vraiment en nous-mêmes. Et on a l'impression d'être vraiment allé au bout de la démarche, donc je ne changerai pas cette démarche. Mais vous parlez des nouvelles pratiques artistiques. Enfin, l'idée est aussi que le lieu permet toutes les pratiques artistiques, c'est-à-dire que c'est un lieu qui propose des espaces imbriqués dans le vieux bâtiment, mais dans lequel chacun peut s'exprimer, au point, comme je disais tout à l'heure, que l'œuvre de l'artiste devient elle-même création d'espace. Et aussi, quel est en général votre jugement sur la partie, comment dire, publique d'un lieu comme celui-ci et la partie privée? Parce qu'un peu comme un théâtre, et évidemment, les gens qui fréquentent le lieu comme visiteurs ne le savent pas, il y a toute une partie de backstage, de coulisses, qui permettent effectivement le fonctionnement. Alors, et c'est devenu, je crois, dans toute l'économie, les connaissances en musée, c'est devenu de plus en plus important. Des experts de toutes sortes d'expertises qui est appliquée au projet. Et donc finalement, les mètres carrés dédiés au public sont devenus de moins en moins importants. Tandis qu'ici, je crois que l'épaisseur du bâtiment a permis assez bien de cacher, de glisser tous les services techniques de production. Mais ça, c'est une chose qu'on a voulu faire. C'est vrai que toute la partie administration, tout ça, c'est interdit au public. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment des questions de sécurité incendie qui sont incontournables. Parce qu'on voulait même avoir la possibilité que ce soit vitré, qu'on voit les acteurs du CAPC préparer leurs expositions. Et là, ça, c'est pas possible. Non, parce qu'effectivement, c'est une tendance qui est en train de s'affirmer, de rendre les archives visibles, oui, les collections accessibles. Certains musées, les ateliers de restauration sont devenus partie du spectacle. Oui. À contrario, ici, il y a quand même encore une distinction assez nette. On peut inviter des gens à venir, mais ça ne peut pas être public. En tout cas, là, c'était vraiment pas possible. Croyez-vous que ça le serait aujourd'hui, peut-être? Je pense pas, non. Je pense pas. C'est un bâtiment qui peut brûler facilement, donc il faut être prudent quand même. D'accord, bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un peu le tour de cette longue histoire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous souhaiterez ajouter? Non, écoutez, moi j'étais très heureux de revenir. C'est assez émouvant quand on a vécu une telle aventure. Et ça fait plaisir de revoir tous ceux qui ont participé. Bon, merci beaucoup. Bon, c'est aussi nous que vous remercions, parce qu'on a vraiment affaire avec un lieu assez unique pour notre travail de tous les jours et pour les occasions spéciales comme celle-ci. Merci. Merci.